Ça commence à devenir un tout petit peu bordélique tout ça. Bon, cet épisode passe. Mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits. Hein. De toute façon, je pense que ça va être le cas jusqu'à la fin. Hein. Il reste plus beaucoup d'épisodes maintenant. Et ça commence sur Callum qui envoie une lettre à Ezran en disant que qu'il regrette un peu ce qui s'est passé, qu'il aimerait que ça s'arrange, mais avant tout, il faut quand même s'occuper de Aravos qui est de retour. Ezran, bon, qui apprend pas grand-chose de nouveau avec ce qu'il dit, mais moi, c'est bien de penser à le prévenir lui, et il dit qu'il a un plan en fait. Faudra mettre en place de nouveau l'emprisonnement dans une lentille magique. Faudra utiliser l'orbe solaire, parce qu'il voudrait utiliser l'orbe solaire pour mettre la nuit éternelle éternelle. C'est pas encore tout de suite quoi. Il a libéré, il a inversé le Nexus dans un sens donc les âmes des morts qui ont des affaires inachevées, elles sont là, mais la nuit éternelle n'est pas encore tout à fait là. Et apparemment, c'est pas super clair, mais j'imagine que c'est ce qu'il faut comprendre quand on voit la fin, ces âmes ne peuvent intervenir que lorsqu'il fait nuit. C'est pour ça que durant la majorité de l'histoire, il va faire jour et elles n'apparaîtront pas, mais lorsqu'il va faire nuit, il se passera des trucs. Ok, c'est histoire de dire. Il y a ça qui se passe et lui, il a mis un plan en place, quoi. C'est réunir un petit peu tous ceux qui ont créé le piège d'Aravos pour le refaire. Donc déjà, la vieille elfe Zora excentrique, les différents archidragons possibles qu'on a sous la main. Il y en a que 3 qui sont mis en avant. Vraiment, c'est le genre de truc qui aide pas des masses. Hein. Et oui, on fait même un petit encart lorsque... il y a, j'ai plus son nom, Etari ou un truc comme ça, qui vient rendre visite à Rex Igneus et qui l'amadoue avec une friandise. Parce que ça marche la première fois, c'est tout ce qu'il faut, il suffit que de ça, ouais. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui s'est passé avant, au bout du compte. Donc, ouais, il va y avoir ça. La dragonne de l'eau, étant donné qu'il n'y a rien eu d'un tant soit peu poussé autour d'elle, c'est même pas... C'est traité en 10 secondes, ça. Et Zubeya, eh ben, il demande à Ezra et compagnie de mettre en place quelque chose pour mettre Zubeya dans la partie. Et donc, Soren, Corvus et Terry, le nouveau trio dynamique qu'on essaye un tout petit peu de mettre en avant, vont se charger de ça. Ils vont essayer de voir le match. Il y a un moment que j'ai trouvé aussi un peu de mauvais goût en disant ouais, ce qui lui arrive est super grave. Vous savez que si je n'attends pas ses plaies alors qu'elle n'est pas complètement guérie, ça pourrait mal se passer. Mais bon, ça va, ça ira 15 jours. C'est bon, vous me la ramenez d'ici 15 jours, je pourrai reprendre le truc, pas de problème. Ils en font des caisses pour dire c'est grave de la sortir de là, mais en fait, non, pas tant que ça. Bon, pour une période un tout petit peu courte, quoi, ça va. C'est bien la peine d'en faire des caisses juste pour foutre de l'humour comme ça, mais bon, c'est... Donc, même si pour les dragons c'est plutôt bien parti, du côté de la mage elfe Zora, eh ben pas trop. Parce qu'il a un peu prévu le coup. Aravos, il a envoyé Claudia la buter. C'est là qu'elle est partie, Claudia. Et elle est arrivée un petit peu avant Callum pour faire son office. Elle est morte. Voilà. C'est triste, ce personnage est tellement profond et fort à suivre. Ok, et ouais, c'est la confrontation que j'ai trouvée pas trop mal, plutôt sympathique entre Callum et Rayla. Et il y a aussi Runan qui participera un petit peu. On met un petit peu en avant un truc que j'aurais aimé voir à la fin de la saison 3, c'est-à-dire la magie un peu naturelle que Callum a appris comme ça un peu à la dure en étant en harmonie avec ce qui l'entoure, et Claudia qui va de façon brute avec la magie des ténèbres. Donc c'est un peu cool pendant un petit moment, même si elle prend vite la main et Runan la menace. Et j'ai le sentiment qu'elle suit un peu le jeu juste pour mettre en place le revirement de Callum. Ils veulent, apparemment, Aravos veut, et j'imagine qu'elle le suit maintenant parce que c'est son larbin, son nouveau père, tout ça. Et elle veut, en laissant son sceptre, qui est imprégné de magie noire sur place en se barrant, le tenter vers la voie des ténèbres. C'est un truc qui sera mis en avant aussi dans la conversation entre Ezran et Aravos. Et ouais, alors que
Callum se rend compte qu'ils vont plus pouvoir faire ce sort puisqu'il n'y a plus personne en termes de mage qui pourrait lancer ce sort-là, plus personne ne s'y connaît véritablement. Et il se dit, ok, il y a une autre possibilité. Donc on va repartir sur la voie à la magie des ténèbres pour le battre. Et une fois de plus, où est le mal là-dedans sur le principe? Je ne sais pas trop. À nouveau, on veut faire passer ça comme automatiquement mauvais parce que ça corrompt automatiquement. Si c'est pour de bonnes raisons, je vois pas en quoi c'est automatiquement mal, mais c'est un peu ce qu'on veut faire. C'est un peu comme le côté obscur de la force, on va dire. C'est c'est pas tant le fait d'utiliser quelque chose pour de bonnes raisons qui pose problème, c'est le principe même de la magie. Et pourquoi pas ok, je sais, c'est moi, j'ai un petit peu de mal avec ce principe-là, personnellement, mais ok, il faut accepter ça. Donc, ouais, il semble être parti sur cette voie, ok, va partir vers la magie des ténèbres, parce qu'il n'y a plus que ça à faire, et ça va apparemment faire plaisir à Ravos, parce que je sais pas, c'est le truc qui va débloquer, je sais pas trop quoi. Hein, parce que bon, en même temps, il y a aussi donc l'elfe stellaire qui est venu rendre visite à Janna et à Maya pour leur parler de ce qui se passe, comme quoi il aura besoin de ah oui, c'est l'orbe solaire de leur ville pour faire son sort. Et je comprends pas, je croyais qu'il était en pleine réparation. Et je crois même que c'était impossible puisque la graine de soleil avait été utilisée euh, pour s'occuper de Sol Regen. Je ne comprends pas en fait. Cette orbe solaire, elle est déjà corrompue, elle est déjà détruite plus ou moins, je comprends pas. Est-ce que c'est le truc à la bibliothèque? Sur lequel on s'est pas penché du tout depuis pas mal de temps, quoi. C'est ce truc de corruption qui existe encore et qui est toujours là. Ce n'est pas super clair pour moi. Ça manque de clarté dans la présentation. Mais bon, on va dire que c'est ça, quoi. L'orbe est encore techniquement là, mais toujours corrompu, et c'est cette orbe-là qu'il veut utiliser. On va dire que c'est ça. Ça manque grandement de clarté pour moi. Il me semblait que ça avait déjà été utilisé, cet orbe corrompu, pour faire ce fameux sceptre ultra puissant qu'il avait. Mais bon, j'ai dû louper des détails. C'est moi. Donc, il veut utiliser ça, et donc on prévient Jana Yamaya de façon à ce qu'elle soit au courant. Et Jana, il se dit, il y aurait peut-être un moyen de l'avoir avec un sort puissant. Un sort de feu ultra puissant que seule une personne peut utiliser. Mais bien sûr, sortez encore plus de trucs de votre cul à la toute fin, hein, pourquoi pas, hein. Donc ouais, Karim est le puissant mage, le plus puissant mage du royaume, qui est le seul capable de lancer un sort ultra puissant qui pourrait possiblement battre Aravos. Sauf que non, hein, à quel niveau t'as cru que ça allait être ça en fait? Qu'est-ce qui t'a fait croire que ce sort est tellement puissant qu'il pourrait battre un elfe stellaire de ce niveau-là, alors que dans les légendes de tout, dans ce que vous avez fait rechercher, à un moment donné, quand vous êtes allé à la fameuse bibliothèque dont j'ai parlé, bah vous avez vu qu'il n'y avait plus rien qui pouvait marcher, à part la lame de Nova, dont on va parler un tout petit peu plus tard. Je sais pas si ça va rejouer un rôle ou pas, ce truc-là. Je comprends vraiment pas ce délire. Je vais en parler aussi de la lame de Nova, parce que je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez faire avec ça. Vraiment, bref. Ouais, il met ça en place donc pour que Karim soit encore pertinent dans l'histoire. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, est-ce qu'il était encore enchaîné ou pas? Il me semble que non, hein. Est-ce que ça veut dire que dans l'épisode où on l'avait vu avec sa femme enceinte, là, il avait accepté de vivre reclus? Pour pouvoir vivre peinard, je sais pas trop, je comprends pas. Il y a beaucoup de choses qui manquent, je trouve, dans les trucs que vous mettez en place, quoi. Enfin bref, il le convainc en disant, ouais, il veut s'attaquer au soleil. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose contre ça? Je pense que tu suis pas vraiment pour qu'Aravos fasse ça, hein, qu'il plombe le soleil totalement. Donc apparemment ça le convainc, je sais pas, c'est encore le suspense. C'est toujours pareil avec... Karim, dernièrement, fait toujours les suspens de fin d'épisode. Quelle va être sa décision? Vous le saurez après. Ouais, le gros morceau, on va dire, de cet épisode, c'est Ezran et Aravos
qui est capturé, hein, l'espace d'un moment, il est retenu au sol par des chaînes un peu magiques, puissantes, comme pour le dragon de la saison 2, donc c'est ça le même principe, et apparemment ça marche. Le truc c'est que ça va pas marcher tout le temps. Hein, on va voir ça dans pas longtemps, mais d'abord, Aravos essaye de faire un peu son plaidoyer pour manipuler Ezran et lui faire dire que la voie à suivre c'est la sienne, celle où il veut foutre la nuit éternelle sur le monde, bien sûr. À quel moment tu te dis que quelqu'un d'un tant soit peu sensé voudrait ça, en fait? Claudia, elle est en mode plus rien à foutre des gens, d'accord, je te suis dans ton délire ultra vengeur, très bien, hein, j'ai un peu de mal avec ça, j'en ai déjà parlé, mais les autres, il n'y a aucune chance. Il finit par dire que même Callum finira par partir sur sa voie parce qu'il va embrasser les ténèbres, etc. Mais il voudra jamais la nuit éternelle sur le monde. À moins que tu le contrôles comme on l'a vu avant. Et à ce moment-là, il sera plus maître de ses pensées. Mais même s'il utilise la magie noire, il ne voudra jamais mettre la nuit éternelle sur le monde, mec. Qu'est-ce que tu nous balances et il va être de ton côté? Mon cul sur la commode, sérieusement. Il va être de ton côté parce que tu le manipuleras. C'est ça la demi-vérité, j'imagine. Vraiment. Mais bon, c'est ce genre de choses. On essaye de montrer qu'Aravos est tellement plus malin qu'Ezran. Ezran qui essaie un petit peu de faire valoir ses valeurs morales parce qu'il est toujours un petit peu là-dedans. Au bout du compte, on le montre toujours un petit peu belliqueux envers Callum après ce qu'il a fait, mais est clairement pas au point de renier ce qu'il propose, etc. Quoi. Mais il est en mode, oui, je suis allié avec les gens, je veux la paix, etc. C'est toujours ça. Je suis pas comme vous, hein. Et on part d'un petit débat sur le fait que est-ce que l'ancienneté fait la sagesse ou pas, ou est-ce que l'ancienneté peut, au bout du compte, finir de vous pourrir après autant de temps, et surtout comment elle est traitée. C'est pas bête comme débat, j'avoue, mais en fin de compte ça amène à rien, quoi. C'est juste de la petite perte de temps pour discuter de choses et d'autres qui n'amèneront à que dalle, à part pour pointer que voilà, il s'attend à ce que Callum fasse de la magie noire et revienne de son côté, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il soit un pantin manipulable? C'est ça, en gros. Hein. Bah, il sera pas de ton côté, Callum. Hein. Fous-toi pas de ma gueule. Mais ouais, il y a aussi une partie de l'or qui ne sert absolument à rien dans l'intrigue et qui est balancée là-dedans, mais qui me pose un petit peu problème. C'est qui raconte très rapidement l'histoire des ancêtres d'Ezran. Et je sais pas de quel homme ou pas, j'en sais rien. Est-ce que ça vient du côté de sa mère ou de son père? C'est pas évident. Mais ouais, la fille qui a aidé à capturer Aravos avant a eu cette lame nova forgée dans la corne du premier roi dragon qui s'est battu contre un puissant chef elfe. Truc comme ça, c'est pas impossible qu'il y ait un comics qui en parle, allez savoir. Ouais, cette lame de Nova, elle l'a eue, elle l'a pas utilisée pour battre Aravos alors que ça pouvait le battre, il le dit. Mais elle a préféré plutôt être clémente, entre guillemets, entre gros guillemets j'ai envie de dire, hein, parce que j'appelle pas ça de la clémence, et de l'enfermer à vie dans une espèce de petite prison, là où il y a les larmes qu'il a versées sur le cratère où sa fille est morte. Voilà, c'est mieux, c'est plus clément ça, hein. Et je sais pas, c'est censé être une héroïne, cette fille, je sais pas trop, et on en fait vraiment tellement peu sur cette fille, on en parle à quelques moments, histoire de dire, elle existe, et c'est qui cette fille? Est-ce que... Est-ce que ça va quelque part? D'où elle vient pour être aussi importante, pour faire ses décisions, etc. Est-ce qu'il y a un comics là-dessus aussi? J'en sais rien. Vraiment? Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que on nous balance que elle a pas voulu utiliser la lame de Nova et qu'elle l'a cachée après parce qu'elle voulait pas le buter. Ok, très bien, ça te fait plaisir, ma grande, mais ça dit clairement que cette lame peut le buter. Et que et que ça aurait été une voie à suivre. Mais dans la saison précédente, on nous dit que non. Si on le bute, il reviendra dans les étoiles et il redescendra en fait. Donc c'est quoi le principe? Je ne comprends pas le principe d'appuyer cette lame de Nova régulièrement en disant que c'est possible que ça fasse un truc, mais c'est pas possible, mais en fait si. Ça me pose un gros problème, cette partie-là. Voilà, la lame de Nova, ça existe.
On sait pas quoi en faire, des fois c'est important, des fois on s'en fout. Je ne sais pas. Voilà, c'est un gros problème pour moi cette partie-là. Enfin bref, il raconte tout ça pour gagner du temps, j'ai envie de dire, hein, et prouver sa supériorité, alors que franchement, si on a un tout petit peu de jugeote, il y a facilement moyen de lui rétorquer pas mal de trucs, mais bon, Ezra n'a jamais été très intelligent non plus. Anya aurait pu, mais c'est une femme de main glorifiée en fait. Vraiment, hein, elle est là pour épauler Ezra, elle est une femme forte, je sais bien me débrouiller, mais niveau décision et tout, elle suit le mouvement, hein, je suis désolé. Elle dit à Ezra, ah, j'ai un gisement de trucs magiques qui pourraient vous aider, mais voilà, depuis le début de sa réapparition, elle est là juste pour épauler. Elle épaule bien, mais voilà. Enfin bref, il les a occupés pendant suffisamment de temps pour que la nuit tombe, et que des tas de créatures mortes les attaquent pour aider Aravos. Et je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que toutes les âmes qui ont des affaires inachevées sont automatiquement au service d'Aravos en sortant du Nexus lunaire, enfin de ce qu'il a fait, quoi? Et est-ce que c'est un truc magique qui marche comme ça? Parce que j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre d'où ça vient. Je veux bien comprendre que certaines de ces âmes soient fidèles à Aravos, mais pourquoi toutes ces créatures xadiennes qui attaquent sont fidèles à Aravos? Il y a un moment donné, il y a un golem de terre qui attaque. Il me semble que c'est le même golem qu'ils ont buté euh, pour faire leur sort et sauver les terres de Catolis afin de nourrir tout le monde, quoi. Il me semble que c'est ce même golem-là. En tout cas, ça m'a l'air d'être réminiscent à ça. Mais pourquoi il serait du côté d'Aravos? Je veux dire, je peux bien comprendre qu'il ait des affaires inachevées et qu'il en veuille techniquement à Catolis, mais pourquoi il voudrait libérer Aravos? Est-ce que c'est un nouveau ta gueule, c'est magique de la série, comme quoi toute créature qui sort de cette faille qu'ils ont créée sera automatiquement aux ordres de d'Aravos? C'est un truc? Je sais pas trop, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ben ouais, ils se battent un petit peu, nos humains, mais ils sont pas de taille face à notamment au golem géant, et Aravos s'est libéré. Et donc c'est un petit peu la merde. Voilà, on essaie de poser ça, il y a encore plus la merde, puisque on nous la joue marcheur blanc à un niveau très bizarre pour moi, à la toute fin, avec donc le gars qu'il avait envoyé à la fin de l'épisode précédent, avant d'être capturé dans l'épisode précédent, qui envoie sur le cadavre j'ai oublié le nom là, du roi dragon mort là, qui le réveille, et apparemment, je sais pas, maintenant il fait partie de l'armée des morts. C'est les marcheurs blancs là, ça devient les putains de marcheurs blancs, c'est quoi ce délire? Pourquoi ils seraient de votre côté techniquement? C'est un sort de contrôle de cadavres? Tu peux contrôler tous les cadavres maintenant? Avec l'espèce de sceptre que t'as donné à cette espèce de nécromancien, c'est ça le truc? Oh, ok, encore du ta gueule, c'est magique, très bien. Bah, on va voir le roi dragon qui va se réveiller et poser problème. En plus du reste, ok, on met en place pas mal de pions. Je vais pas parler, mais aussi dans l'épisode précédent, à la toute fin, c'était le cliffhanger. Il y avait la petite créature de mes couilles là, née de Virène et d'Aravos, qui est apparue parce qu'elle aussi, elle avait des affaires inachevées. Je sais pas exactement de quoi, alors que son but était censé de crever pour la cause, mais apparemment il y a des affaires inachevées d'une certaine façon, je sais pas. Censé vouloir dire un truc par rapport à Virène, je sais pas trop. Ce que je dis, ça passe cet épisode. Ça aurait pu être largement mieux mis en scène, mieux expliqué. Je demande pas une fois de plus la lune. C'est au moins, quitte à partir dans le ta gueule, c'est magique, ça m'aurait gonflé un tout petit peu, mais au moins dire comment ça fonctionne, quoi. Que Aravos balance quelques répliques pour dire comment ça fonctionne, ces âmes des morts qui m'obéissent. Pas elles lui obéissent parce que voilà, magie. Comme ça, c'est le grand méchant, et donc les méchants fantômes lui obéissent parce que ça arrange bien le scénario pour le suspense. On va dire que c'est ça, oui, si vous voulez. Dans tous les cas, ça allait, j'ai quelques petites craintes pour la suite.
Parce que là, on cumule de plus en plus de trucs et on résout rien. Il n'y a toujours pas nos frères qui se sont retrouvés et ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Je sens en termes de rythme sur la fin, hein. J'espère que ça aille un petit peu plus vite que ça, mais là, ça prend un peu son temps pour mettre en place des trucs qui auraient pu être traités assez vite. Regrouper les dragons, c'était pas la peine d'en faire des caisses. Vraiment, par exemple. Mais ouais, il faut voir un peu. Ça promet dans l'absolu un grand conflit final plutôt dantesque et j'espère que ce sera bien rendu. Au moins ça en termes d'action, hein. Ça pourrait être cool cette partie-là, mais on verra. On verra. À bientôt pour l'épisode 8 avant-dernier. Bye!